Bonsoir, nous allons étudier aujourd'hui la loi de Descartes, la réfraction de la lumière. Donc ce cours est valable pour la classe de NS2. Donc nous allons voir ensemble la réfraction de la lumière. Tout d'abord, c'est quoi la réfraction? La réfraction est le brusque changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface de séparation de deux milieux transparents de réfringence différents. Mais normalement, si on prend une plume ou un crayon et on fait cette expérience, on met la plume ou le crayon dans un verre d'eau. En observant à travers le verre, on constate que le crayon change de trajectoire. C'est comme si le crayon se casse dans le verre. Alors que normalement, la trajectoire du crayon n'est pas visible à l'œil. Donc on ne peut pas voir le vrai chemin ou encore la direction que subit le crayon. Donc on voit que le crayon subit une déviation. Donc, normalement, c'est la même chose qui se passe avec la lumière. Donc, quand la lumière passe d'un milieu à un autre milieu, donc la lumière a tendance à changer de direction. C'est pour cela qu'on définit la réfraction. On dit la réfraction est le brusque changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface de séparation de deux milieux transparents de réfringence différents. Donc de là, on va voir les lois de Descartes ou encore les lois de la réfraction. Donc, selon Descartes, le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. Et selon lui, pour deux milieux transparents donnés, le rapport entre le sinus de l'angle d'incidence I1 et le sinus de l'angle de réfraction I2 est constant. Donc si vous regardez l'air qui est milieu 1 et l'eau milieu 2, donc nous avons N1 qui est l'indice de l'air, N2 l'indice de l'eau. Donc SI est le rayon qui vient de l'air. Donc c'est le rayon incident et qui fait avec la normale, la droite perpendiculaire aux deux surfaces, un angle I1 qu'on appelle angle d'incidence. Donc, ce rayon, en entrant dans l'eau, au lieu de continuer sa trajectoire en ligne droite, dévie, et se rapproche vers la normale. Donc, en décrivant un angle I2 qu'on appelle angle de déviation, de réfraction. Donc, ça, on a un angle aussi de déviation puisque le rayon ne continue pas sa trajectoire en ligne droite. Donc, le rayon subit une certaine déviation. Donc, on a la déviation, l'angle D. Donc, selon la loi de Descartes, le sinus de l'angle d'incidence par rapport au sinus de l'angle de réfraction est constant, c'est-à-dire est égal à N. N, c'est le rapport qui est constant. Maintenant, si on fait produit croisé, donc on a sinus I1 égale à N sinus I2. Donc pour un petit exemple, donc nous pouvons avoir I1, l'angle d'incidence égale à 30 degrés, et I2, l'angle de réfraction égale à 20 degrés. Comme vous regardez dans le schéma, l'angle I1 est supérieur à l'angle I2. C'est-à-dire l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction. Donc, lorsqu'on a sinus 30 degrés égale à N sinus 20 degrés, N égale à sinus 30 degrés sur sinus 20 degrés, parce que sinus 30 degrés, c'est l'égalité. Sinus 20 degrés, c'est le coefficient. N égale à sinus 30 degrés sur sinus 20 degrés, et N égale à 1,46. Donc, ça, c'est l'indice de réfraction. Maintenant, l'indice de réfraction, comme on vient de le poser, c'est une valeur de l'indice du premier et du second milieu par rapport au premier milieu. Donc, si on veut calculer la déviation de l'angle D,
comment est-ce qu'on va-t-on procéder? Donc regardez bien le schéma. Nous avons langue I1 et nous avons langue I2 et langue D de déviation. Donc, si on constate la droite, le rayon d'incidence SI et la normale NI, leur continuité forme un angle opposé par le sommet. Et si nous regardons ici dans un petit rappel qu'on a fait, l'angle A et l'angle B, des droites X et X' et Y' sont opposés par le sommet. Or, deux angles opposés par le sommet sont égaux. Donc, nous avons l'angle A égal à l'angle B. Mais si on divise l'angle B en deux parties, donc nous avons l'angle A égal à B plus C. Vous voyez bien? B plus C. A égale à B plus C. Donc, si on cherche la valeur de B, B égale à A moins C ou C égale à A moins B. Ça, c'est pour les angles opposés par le sommet. Maintenant, regardez bien dans la déviation, nous avons l'angle I1 qui est égal à l'angle I2 plus D. Donc, l'angle d'incidence est égal à l'angle de déviation plus l'angle de réfraction. Donc, D, l'angle de déviation, est égal à l'angle d'incidence moins l'angle de réfraction. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, on démontre normalement que l'angle d'incidence et l'angle de déviation est égal à l'angle d'incidence moins l'angle de réfraction. Maintenant, cas des angles petits. Si l'incidence est presque normale, c'est-à-dire si les angles I1 et I2 sont suffisamment petits pour être confondus avec leur sinus, on a sinus I1 sensiblement égal à I1 et sinus I2 sensiblement égal à I2. Donc, le sinus de l'angle d'incidence est sensiblement égal à l'angle, le sinus de l'angle de réfraction est sensiblement égal à l'angle et tangente I est sensiblement égal à I. Et si pour le cosinus de l'angle est égal à l'unité. Ça, c'est la loi de Kepler ou encore la formule de Kepler. Donc, selon Kepler, un angle est petit si l'angle est compris entre 0 et 1 au sens large. C'est-à-dire, on écrit cette équation 0 supérieur ou égal à l'angle alpha quelconque supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 10. Donc, suivant Kepler, un angle est petit si l'angle est compris entre 0 et 10 au sens large. Donc, nous avons un angle petit, c'est un angle qui se trouve dans l'intervalle de 0 à 10. Donc, si l'angle est égal à 11, l'angle ne fait pas partie de la loi de la formule de Kepler. Donc, quand l'angle est petit, c'est-à-dire un angle qui est compris entre 0 et 10, donc nous avons la formule de Descartes qui était sinus I1 égale à n sinus I2 qui devient I1 égale à n égale à n I2. I1 égale à n I2 suivant la loi de Kepler. Maintenant, l'indice de réfraction. L'indice de réfraction d'une substance est un nombre qui caractérise le pouvoir qu'a cette substance à ralentir et à dévier la lumière. Donc, vous voyez bien, l'indice caractérise le pouvoir de la substance pour ralentir ou dévier la lumière, donc d'une façon ou d'une autre. Maintenant, regardez bien, on va voir l'indice absolu. L'indice absolu, n d'un milieu est défini par rapport au vide et est noté N2 par rapport au vide. Ça, l'indice est toujours défini par rapport au vide. Donc, ça, c'est l'indice du milieu 2 par rapport au vide. N'oublie pas, le vide qu'on est en train de parler ici, c'est le vide qu'on peut créer dans un laboratoire. Ce vide n'existe pas réellement, donc il faut le créer. Donc, l'indice du milieu par rapport au vide est égal à la vitesse du milieu dans le vide par la vitesse du milieu considéré. Et l'indice du milieu égale à la vitesse de la lumière dans le vide par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Donc, on appelle indice absolu de milieu son indice par rapport au vide. Et on prend, par exemple, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est encore la célérité de la lumière.
on dit vitesse de la lumière dans le vide ou célérité de la lumière. Donc, cette vitesse est égale à 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde ou 300 000 kilomètres par seconde. On appelle célérité ou vitesse de la lumière dans le vide. Donc, et V, la vitesse dans un milieu considéré, ça dépend le milieu. Donc, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, l'alcool, le benzène, le mercure, etc. Donc, ça, c'est la vitesse dans un milieu considéré. Donc, voilà pour l'indice absolu. Maintenant, c'est pour l'indice relatif, on dit que l'indice relatif de réfraction correspond à la réfraction d'un milieu par rapport à un autre. L'indice relatif de réfraction correspond à la réfringence d'un milieu par rapport à un autre. Donc, nous allons parler de la réfringence. Donc, on appelle indice relatif de deux milieux transparents le rapport de leur indice absolu, c'est-à-dire l'indice N2 par rapport au milieu 1, l'indice du second milieu par rapport au premier milieu s'écrit N2 qui est l'indice du second milieu sur N1 qui est l'indice du premier milieu. Ou encore, l'indice du second milieu par rapport au premier milieu peut s'écrire vitesse de la lumière dans le premier milieu sur la vitesse de la lumière dans le second milieu. Donc, on peut démontrer que l'indice relatif est égal à N2 par rapport à N1 qui est égal à V1 sur V2. C'est-à-dire l'indice relatif du second milieu par rapport au premier est égal à la vitesse de la lumière dans un premier milieu sur la vitesse de la lumière dans le second milieu. Donc, si on considère les deux milieux, donc on n'a pas défini de quel milieu s'agit-il. Ça peut être l'air ou l'eau, ou encore l'air ou le verre. Ça peut être aussi l'eau ou le verre. L'eau et le verre. Maintenant, regardez bien. On a la célérité, C, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. On a l'indice N1, qui est l'indice de la lumière dans le premier milieu. N2, l'indice de la lumière dans le second milieu. V1, qui est la vitesse de la lumière dans le premier milieu. Et V2, la vitesse de la lumière dans le second milieu. Donc, les indices de réfraction et les vitesses de propagation de la lumière dans l'air et dans les milieux transparents et neutres. C'est-à-dire, n'oubliez pas que les deux milieux sont transparents. Donc, on appelle milieu transparent un milieu qui se laisse traverser par la lumière. Donc, nous avons pour le passage de la lumière dans l'air dans le milieu 1, on a dans le milieu 1, l'indice du milieu 1, c'est N1 égale à la célérité de la lumière, vitesse de la lumière dans le vide, par rapport à la vitesse au premier milieu, c'est V1. Donc, ce qui nous donne vitesse de la lumière, ou bien célérité, égale à N1 V1. Donc, c'est une première équation. Pour le passage de la lumière dans l'air, dans le milieu 2, dans le second milieu, on a la même chose. L'indice du second milieu, c'est la célérité ou encore la vitesse de la lumière dans le vide par rapport à la vitesse de la lumière dans le second milieu, ce qui nous donne la vitesse de la lumière dans le vide ou la célérité est égal à N2 V2. Donc, c'est une deuxième équation. Maintenant, pour le passage de la lumière du milieu 1 dans le milieu 2, on a l'indice relatif, qui est l'indice du second milieu par rapport au premier, est aussi égal au rapport des vitesses du premier milieu par rapport à la vitesse du second milieu. Donc, dans les équations 1 et 2, qu'on venait de démontrer, voilà, l'équation 1 et l'équation 2, donc de ces deux équations-là, on peut poser l'égalité, 1 égale à 2. L'équation 1, c'est N1 V1. L'équation 2, c'est N2 V2. Donc, si normalement on transpose V1 en dessous de V2 et N2 en dessous de V1, on aura une autre égalité. Mais normalement, on peut aussi transposer N1 en dessous de N2 et V2 en dessous de V1. Donc, ce qui va nous donner N2
sur N1 égale à V1 sur V2. Donc, l'indice du second milieu sur l'indice du premier milieu, qui est égal à la vitesse de la lumière dans le milieu 1 sur la vitesse de la lumière dans le milieu 2. Comme nous savons très bien que l'indice du second milieu par rapport au premier milieu est égal à V1 sur V2, ça veut dire que vitesse de la lumière dans le milieu V1 sur vitesse de la lumière sur la vitesse de la lumière dans le milieu V2, on a alors l'indice relatif qui est l'indice du second milieu par rapport au premier égal à N2 sur N1. Donc, sur N1. Donc, voilà, on vient de démontrer normalement que l'indice relatif est aussi égal au rapport des indices de deux milieux, l'indice du second milieu par rapport au premier milieu, et aussi est égal à la vitesse du milieu 1 sur la vitesse du milieu 2. Comme exemple, si on veut calculer l'indice de l'eau par rapport au vide, on pose d'abord, c'est la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans l'eau. L'eau, c'est le milieu considéré. Or, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est la célérité. Or, la célérité, a pour vitesse, c'est la vitesse de l'air. Cette vitesse est égale à 300 000 km par seconde. Et la vitesse de la lumière dans l'eau est égale à 225 km par seconde. Maintenant, regardez bien. En remplaçant ces vitesses par leur valeur, on a 300 000 km par seconde sur 225 000 km par seconde. Ce qui va nous donner l'indice de l'eau par rapport au vide est égal à 3/4 lorsqu'on simplifie, ou encore lorsqu'on fait la division, l'indice de l'eau par rapport au vide est égal à 1,33. Voilà. Donc, on peut aussi définir l'indice de l'eau en indice absolu. L'indice absolu, c'est l'indice de l'eau par rapport à l'air. Donc, c'est l'indice de l'eau sur l'indice de l'air. On a l'indice de l'eau qui est égal à 1,33 et l'indice de l'air est égal à 1 par définition. Donc, on a l'indice de l'eau qui est égal à 1,33. Donc, on peut aussi calculer l'indice de l'air par rapport au vide. L'indice de l'air par rapport au vide, c'est NR sur vitesse de l'air sur la vitesse de l'air. C'est-à-dire vitesse de la célérité qui est la vitesse de la lumière sur la vitesse de l'air. Donc, maintenant, ces deux vitesses-là sont égales. Donc, on a 300 000 km par seconde sur 300 000 km par seconde, ce qui nous donne l'indice de l'air qui est égal à 1. On a dit NR égale à 1 et l'indice de l'eau qui est égal à 1,33 ou encore 1,33. Donc, maintenant, l'indice du verre par rapport au vide. Vous savez, vous connaissez très bien le verre. Donc, si on prend l'indice du vide par rapport au verre, c'est la célérité sur la vitesse du verre. Or, la vitesse du verre, c'est 200 000 km par seconde. Donc, en remplaçant les lettres par leur valeur, nous avons 300 000 km par seconde sur 200 000 km par seconde, ce qui nous donne vitesse, l'indice du verre par rapport au vide qui est égal à 3,5 ou 1,5. Donc, l'indice du verre est égal à 1,5. Donc, en résumé, l'indice de l'air est égal à 1. L'indice de l'eau est égal à 1,33 ou 4 tiers. Si on divise 4 par 3, on trouve 1,33. L'indice du verre qui est égal à 1,5 ou 3,5. Si on divise 3 par 2, ça va nous donner 1,5. Voilà. Donc, l'indice de milieu par rapport à l'air est égal à son indice absolu. Donc, c'est très important. Et ensuite, de deux milieux transparents, le plus réfringent est celui dont l'indice absolu est le plus grand. Donc, si on a une lumière qui passe de l'air dans l'eau, donc l'eau a un indice beaucoup plus grand que l'air. L'indice de l'eau est égal à 1,33 et l'indice de l'air c'est 1. Donc, l'eau est plus réfringent par rapport à l'air. Donc, si on a une lumière qui passe de l'eau dans le verre, puisque le verre a un indice qui est égal à 1,5 et l'eau a un indice qui est égal à 1,33, donc le verre est plus réfringent par rapport à l'eau.
Et lorsque la lumière sort dans le milieu moins réfringent, le rayon s'écarte de la normale. Le rayon incident s'écarte de la normale. Et lorsque la lumière entre dans le milieu plus réfringent, par exemple, la lumière sort de l'eau dans le verre, en entrant dans le verre, le rayon se rapproche de la normale parce que donc, le verre est plus dense, est beaucoup plus dense par rapport à l'eau. Son indice est égal à 1,5 et l'indice de l'eau c'est 1,33. Donc, le rayon incident s'écarte de la normale dans l'eau, mais dans le verre se rapproche de la normale. C'est pour cela qu'on dit, de deux milieux transparents, le plus réfringent est celui dont l'indice absolu est le plus grand. Maintenant, on peut donner une autre expression de la loi de la deuxième loi de Descartes. Nous disons, lorsque la lumière passe d'un milieu d'indice absolu N1 à un milieu d'indice absolu N2, la deuxième loi de Descartes, ou encore la deuxième loi de la réfraction, s'écrit. N'oublie pas que Descartes nous avait dit que le sinus de l'angle d'incidence par rapport au sinus de l'angle de réfraction est égal à N, ou encore est constant. Et N, c'est l'indice absolu qui est égal à N2 sur N1, l'indice du second milieu par rapport au premier milieu. Donc, en remplaçant N par sa valeur, vous avez sinus I1 sur sinus I2 égale à N2 sur N1. En faisant produit croisé, encore règle de 3, nous avons N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc, cette relation est indépendante cette relation est indépendante du sens de parcours de la lumière. Donc, si la lumière sort de l'eau pour entrer dans le verre, donc l'eau est le premier milieu et le verre est le second milieu. Si la lumière sort de l'air pour entrer dans l'eau, donc l'air est le premier milieu et l'eau est le second milieu. Dans l'air, nous avons l'indice N1 donc, et l'angle d'incidence I1. Dans l'eau, nous avons l'angle d'incidence I2 et l'indice N2. Donc, c'est ça la relation symétrique. Cette relation qui est symétrique illustre bien la loi du retour de la lumière. La réfringence. La réfringence, c'est la capacité qu'a la lumière de changer de direction ou encore de dévier. Plus l'indice d'un milieu est grand, plus il est réfringent. Plus un milieu est dense, plus il est réfringent. Et plus le rayon réfracté se rapproche de la normale. Ça, c'est la définition de la réfringence. Donc, si on a un rayon lumineux qui passe de l'air pour pénétrer dans l'eau, l'air est moins dense par rapport à l'eau. Donc, l'indice de l'air est égal à 1. L'eau est plus dense. Donc, l'indice de l'eau est égal à 1,33. Donc, de là, l'eau est plus réfringent par rapport à l'air. Quand le rayon entre dans l'eau, le rayon se rapproche de la normale. C'est pour cela qu'on dit que plus l'indice d'un milieu est grand, plus il est réfringent. Donc, l'eau a un indice plus grand que l'eau, donc que l'air, l'eau est plus réfringent. Le verre a un indice plus grand que l'eau, donc le verre est plus réfringent. Et on dit plus le milieu est dense, plus il est réfringent. Donc, lorsqu'on a l'air, donc l'air est moins dense. Lorsqu'on a l'eau, donc on sent le passage de l'eau. Donc, l'eau est plus dense par rapport à l'air. Mais le verre, donc, est beaucoup plus dense par rapport à l'eau. Donc, le rayon réfracté, lorsqu'il entre dans le verre, se rapproche beaucoup plus de la normale. Vous voyez bien, deux exemples. On a un rayon lumineux SI qui sort de l'air pour pénétrer dans l'eau. La vitesse de l'air, c'est 300 000 km par seconde. C'est 300 000 km par seconde. Et son l'indice de l'air, c'est 1. Donc, l'angle d'incidence, c'est I1. En entrant dans l'eau, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Et l'angle I2, comme vous voyez, est inférieur par rapport à I1. Donc, au lieu
c'est I2 est inférieur par rapport à I1 et l'angle I1 est supérieur par rapport à I2. L'angle I2 est inférieur par rapport à I1. Donc, au lieu que j'écris I2 est inférieur à I2, j'écris supérieur. Mais c'est l'angle I2 est inférieur par rapport à I1. Et l'angle I1, qui est l'angle d'incidence, est supérieur. C'est-à-dire que l'angle d'incidence est beaucoup plus grand que l'angle de réfraction. Donc, vous voyez bien, donc, et c'est la même chose lorsque la lumière sort de l'air dans le verre. L'indice N1 pour l'air, la vitesse c'est 300 000 km par seconde. L'indice de l'eau du verre est égal à 1,5 et la vitesse dans le verre c'est 200 000 km par seconde. Vous voyez bien, le rayon refracté se rapproche de la normale. Et l'angle d'incidence est inférieur par rapport à l'angle d'incidence. L'angle de réfraction, est inférieur par rapport à l'angle d'incidence. Donc, l'angle d'incidence est supérieur par rapport à l'angle de réfraction. Et l'angle de réfraction est inférieur par rapport à l'angle d'incidence. Normalement, quand on a la réfraction, la vitesse de l'air est toujours supérieure par rapport à la vitesse du milieu considéré. Ou encore, la vitesse du milieu ou encore d'un milieu considéré est toujours inférieure par rapport à la vitesse de la lumière ou encore la célérité de la lumière dans le vide. Donc, on a un exemple. La lumière passe du verre à l'air avec un angle d'incidence de 30 degrés. Quel est l'angle de réfraction si l'indice absolu du verre est de 1,5? Donc, on calcule l'angle de réfraction. Donc, on applique la loi de Descartes, la formule de Descartes, parce que l'angle est égal à 30 degrés. Donc, on a N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Et on remplace N1 par sa valeur, qui est 1,5, et sinus 30 degrés égale à 1, parce que l'indice de la lumière, c'est 1. Donc, on a 1 multiplié par sinus I2. Donc, 1,5 multiplié par sinus 30 degrés égale à 1 multiplié par sinus I2. I2 est l'angle de réfraction. Donc, on a 1,5 multiplié par 0,5 égale à sinus I2. Et sinus I2 égale à 0,75. Or, pour trouver l'angle I2, on fait deuxième fonction sinus en degrés. Donc, I2 égale à sinus moins 1, 0,75. Et I2 égale à 48,59 degrés. Donc, on a un deuxième exercice. Un rayon lumineux passe de l'air dans l'eau. D'indice 4/3. L'angle d'incidence est 1,6 degrés. Quel est l'angle de réfraction? Regardez bien, nous avons 1,6 degrés. Donc, ça veut dire l'angle est inférieur à 10. Et 4/3, c'est l'indice. Donc, on calcule l'angle de réfraction. On applique la loi de Kepler en posant I1 égale à N2 I2. Et I1 est égal à 1,6 qui est l'angle d'incidence. On a égal à 4/3 par I2 qui est l'angle de réfraction. Et on a 1,6 multiplié par 3 égale à 4 I2. On a 4,8 égale à 4 I2 et I2 égale à 4,8 sur 4 et l'angle de réfraction égale à 1,2 degré. Donc, vous voyez bien que l'angle est petit. Lorsque l'angle est petit, le sinus de l'angle se confond à l'angle. Donc, on applique la loi de Kepler. Donc, sachant que donc, nous avons, on dit, sachant que la lumière voyage dans le vide à environ 300 000 km par seconde, à quelle vitesse voyageait-elle dans une substance possédant un indice de réfraction absolue de 1,6? Donc, on calcule la vitesse de la lumière dans le milieu considéré en appliquant l'indice égale à célérité sur la vitesse de la lumière considérée. Et on a vitesse égale à vitesse de la lumière dans le vide sur l'indice. Donc, vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde sur 1,6. Donc, ce qui nous donne 1,4
187 500 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Donc, alors, bonsoir à vous tous.